Je crois que nous abordons un sujet non seulement important, pertinent, et je suis d'avis qu'il faut, comme les personnes qui m'ont précédé, Maryse Lassonde et également M. Baillargeon, malgré le fait qu'il s'agit de sujets délicats, qu'il s'agit de sujets sensibles, il faut ouvrir le dialogue, un dialogue pour justement sortir de la dichotomie et de cette polarisation. Alors voilà, d'entrée de jeu, j'aimerais souligner que la commission a été invitée à présenter son mémoire. Donc, c'est sa réflexion à la lumière même des droits et responsabilités, donc à la lumière de la charte, sous le prisme de la charte des droits et libertés. Alors, le 1er septembre, la commission présentera son mémoire devant la commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire. Et j'aimerais également souligner l'apport, la contribution très riche de l'équipe de la recherche pour la rédaction du mémoire de la commission, et d'ailleurs mentionner la présence de Samuel Blouin, un chercheur à la direction de la recherche de la commission, qui est un des auteurs du mémoire de la commission, et également la riche contribution de Maître Geneviève Saint-Laurent, qui est conseillère juridique à la direction de la recherche, ainsi que Amina Triki Yamani, qui est chercheur également à la direction de la recherche de la commission. Alors, dans un premier temps, je vais présenter le plan de présentation. Donc, vous avez ici un PowerPoint là, qui évoque les grandes lignes de ma présentation. Bien entendu, je ne pourrai pas aller en profondeur sur tous les points, compte tenu quand même de la limite de temps qui est tout à fait normale, qui nous est imposée. Alors voilà le titre de ma présentation, La liberté académique à la lumière des droits et responsabilités. Alors, dans un premier temps, je vais présenter la commission et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Dans un deuxième temps, nous considérerons la définition de la liberté académique et chercherons à situer dans le cadre général des droits et libertés le débat actuel. Dans un troisième temps, nous allons explorer la question de la liberté académique à partir de la notion de frontière qui est proposée dans le descriptif du colloque. Ça nous apparaissait intéressant justement d'aborder, d'amener ce débat-là sous l'angle des frontières. Alors, quelles sont les frontières de la liberté académique? Donc, une première question à laquelle je vais tenter de proposer quelques éléments de réflexion. Puis, quelles sont les frontières des institutions d'enseignement, notamment au regard du droit à l'égalité? Finalement, nous proposerons également quelques pistes de réflexion sur le croisement des frontières de la liberté académique et des frontières des institutions d'enseignement. J'aimerais revenir sur une des questions proposées dans le descriptif du colloque qui m'apparaît fondamentale pour la réflexion actuelle. Comment est-elle protégée, cette liberté académique? Qui protège-t-elle et serait-elle la protectrice du système qu'il a créé? Pour moi, ce sont vraiment, d'ailleurs, je félicite Habib d'avoir amené ces questionnements pour guider la réflexion d'aujourd'hui. Alors, la commission et la Charte des droits et libertés de la personne, donc vous avez ici le PowerPoint qui présente quelques éléments. Donc, c'est une institution indépendante de l'État créée par la Charte des droits et libertés de la personne en 1976. Donc, les membres sont nommés par l'Assemblée nationale. Donc, tous les membres qui siègent autour de la commission sont nommés par l'Assemblée nationale, justement pour sauvegarder et maintenir cette indépendance intellectuelle de la commission. La commission veille également à la promotion et au respect des droits et libertés inscrits dans la charte et la commission relève des dispositions des lois du Québec contraires à la charte ou qui seraient contraires à la charte et fait des recommandations appropriées au gouvernement. Donc, sur une année, la commission produit plusieurs mémoires qui sont présentés devant des commissions parlementaires.
Alors, voilà, dans ce contexte-là, la Commission s'inscrit dans le débat actuel portant sur la liberté académique. Alors, quelques mots très rapidement sur la Charte des droits et libertés de la personne, donc, qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 1975, donc, et entrée en vigueur en 1976. Donc, une loi, en fait, cela implique notamment que cette liberté doit être comprise à l'appui des principes de non-hiérarchisation des droits et d'interdépendance des droits qui guident l'interprétation de la Charte. Ce cadre offre une avenue pour quitter le registre des polémiques qui occupent l'espace public ou le débat public depuis maintenant près d'un an, notamment depuis ce qu'il est maintenant convenu d'appeler l'affaire de l'Université d'Ottawa. Au cours de ces polémiques et controverses, on a tendu à opposer des droits, par exemple le droit à la liberté d'expression dans l'enseignement et le droit à la dignité, et à opposer des catégories d'acteurs. Alors, le personnel enseignant et le corps étudiant. Or, de l'avis de la Commission, les principes inscrits dans la Charte permettent de protéger la liberté académique et de concilier les différents droits en jeu, en pratique, ce qui ne veut pas dire que c'est une chose facile. On comprend qu'on aborde aujourd'hui, comme depuis un an, des sujets qui sont à la fois complexes et délicats. Alors, la liberté académique et d'enseignement peut être définie à partir de plusieurs sources. En droit interne, la jurisprudence considère la liberté académique avant tout comme une modalité de la liberté d'expression, notamment garantie par l'article 3 de la Charte québécoise. L'arrêt McKinney de la Cour suprême du Canada reconnaît que la liberté académique protège et encourage la libre circulation des idées. Au moins 2 sources internationales proposent aussi des définitions de la liberté académique. Donc, dans sa recommandation de 1997, l'UNESCO mentionne les différentes composantes de la liberté académique. Donc, il y a la liberté d'enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale, la liberté également d'effectuer des recherches. Les collègues qui m'ont précédé ont évoqué la dimension importante des recherches, la liberté de publier les résultats des recherches, le droit d'exprimer également son opinion sur l'établissement dans lequel on travaille. Je poursuis. Alors également, cela comprend le droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle, le droit de participer librement à des organisations professionnelles, le droit d'exercer ses fonctions sans subir de discrimination. Le Comité des droits économiques et sociaux et culturels des Nations unies va dans le même sens dans son observation générale en 1999 sur le droit à l'éducation, droit qui est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels, auquel le Québec s'est déclaré lié. Alors, la Commission appelle d'ailleurs depuis 2003 à reconnaître le droit à l'éducation dans la Charte québécoise. Selon le pacte, ce droit vise notamment le plein développement de la personnalité humaine, le renforcement des droits et libertés, la participation à la société et la tolérance. Pour le comité, donc je parle du Comité des droits économiques et sociaux et culturels des Nations unies, pour le comité, les libertés académiques sont une condition de la réalisation du droit à l'éducation. Liberté académique et droit à l'éducation sont en cela indissociables. Alors, maintenant, à la lumière du droit interne et des sources internationales, il est possible de situer la liberté académique dans le cadre général des droits et libertés. Elle est à la fois un prolongement de la liberté d'expression et une condition de la réalisation du droit à l'éducation. Alors, il convient cependant de noter que la protection accordée à cette liberté peut être modulée selon l'ordre d'enseignement concerné.
Par exemple, cette protection pourrait varier selon la nature des fonctions. Pensons notamment au personnel enseignant du primaire et du secondaire qui ne conduit généralement pas à des recherches. Alors, cette protection pourrait aussi différer dans le cas de l'enseignement à des mineurs, considérant leur potentiel de vulnérabilité et l'obligation de fréquentation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, revenons sur plus précisément les frontières de la liberté académique et d'enseignement. Comme les autres droits, la protection accordée à la liberté académique n'est pas absolue et doit être comprise en relation avec les autres droits qui sont protégés. La liberté académique doit s'exercer dans le respect des droits d'autrui et du bien-être général conformément au préambule de la Charte. Lorsque la liberté académique entre en tension avec les droits d'autrui, la Charte prévoit qu'un exercice de conciliation et de pondération des droits doit être effectué. Alors, parmi les droits d'autrui pouvant être affectés, pensons notamment au droit à la sauvegarde de sa dignité, et Madame Lassonde l'a mentionné également plus tôt, donc à la sauvegarde de sa dignité, au droit à l'intégrité et au droit à l'égalité. Le droit à l'égalité implique l'interdiction de la discrimination sous toutes ses formes, qu'elles soient directes, indirectes ou systémiques, et ce, pour les motifs qui sont prohibés, les motifs prohibés de discrimination mentionnés dans la Charte. Par exemple, parmi ces motifs de discrimination qui sont prohibés, il y a le sexe, la condition sociale, la race qui est un des motifs interdits de discrimination, bien que nous savons que la race est un construit sociologique, mais reste encore un marqueur social dans nos sociétés. Alors, l'origine ethnique ou nationale, l'orientation sexuelle également, qui est un des motifs de discrimination prohibés par la Charte, également l'identité de genre et le handicap. Ensuite, les propos discriminatoires sont en cela prohibés. Pour que des propos soient considérés comme discriminatoires, précisons toutefois qu'un certain seuil de gravité doit être atteint. Selon la décision Calego du Tribunal des droits de la personne, l'affront doit être particulièrement méprisant. Une autre limite à la liberté d'expression de manière générale, mais qui concerne aussi la liberté académique, est l'interdiction de tenir des propos à caractère haineux ou incitant à la violence qui font l'objet d'un encadrement particulier. Donc, maintenant que nous avons identifié les frontières de la liberté académique, il convient maintenant de s'interroger sur les contextes concrets dans lesquels elle s'exerce, ce qui implique d'interroger les frontières des institutions d'enseignement. D'abord, qui a accès aux différents ordres d'enseignement? Première question. Il est documenté que plusieurs groupes historiquement discriminés sur la base de la condition sociale, la race, l'origine ethnique ou nationale, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou le handicap n'ont pas un accès égal aux études supérieures. De plus, les personnes appartenant à ces groupes qui ont accès à l'enseignement font encore face à des obstacles supplémentaires, ce qui, en fait, qui s'applique tant au préscolaire qu'à l'université. Et je dirais aussi, deuxièmement, on ne peut se demander qui est titulaire de la liberté académique. Donc, on peut se poser cette question et je crois qu'elle est aussi fondamentale. C'est avant tout le personnel de recherche et d'enseignement qui bénéficie de la liberté académique et d'enseignement. Mais à quel groupe ces personnes appartiennent-elles? Donc, une autre question fondamentale, à mon avis. Les données de la Commission sur la mise en œuvre des programmes d'accès à l'égalité en emploi sont à cet égard révélatrices des inégalités qui persistent dans l'accès aux différents corps d'emploi des institutions d'enseignement.
Rappelons que les programmes d'accès à l'égalité en emploi visent à assurer la représentation équitable des personnes issues des groupes victimes ou historiquement victimes de discrimination dans tous les types d'emplois d'une organisation ou d'une entreprise. Donc, cela concerne également le milieu de l'enseignement, que ce soit le niveau préscolaire, collégial et universitaire. Ces groupes sont les femmes, les minorités visibles. Pour parler des minorités racisées, je crois que minorité racisée comme concept sociologique fait appel à toute la question des groupes qui sont cibles de racisme et de discrimination raciale. Alors, le vocable plus administratif, donc on parle de minorité visible. Dans le programme d'accès à l'égalité, c'est le vocable, c'est la notion qui est utilisée. Alors, les minorités ethniques également, les personnes autochtones et les personnes handicapées. Vous avez ici un tableau qui présente des données tout à fait récentes. Vous voyez ici les femmes en termes de représentation. Donc, vous avez le chiffre, le pourcentage dans les cégeps. La cible à atteindre est de 60,5%. Les minorités visibles ou minorités racisées, vous voyez aussi le chiffre, alors que la cible est de 10,4%. Les chiffres sont présentés également pour les minorités ethniques. Les personnes autochtones, vous voyez, ça stagne, bon an, mal an, depuis l'avènement même de l'application des programmes d'accès à l'égalité. Pour les personnes autochtones, il n'y a pas d'évolution. Donc, en termes de représentation, moi, je parle souvent d'un déficit de représentation dans nos institutions des groupes, des minorités visibles, des personnes autochtones et des personnes handicapées. Voyons maintenant un autre tableau qui présente la représentation des groupes visés dans les universités. Donc, en 2019. Donc, encore des données tout à fait récentes. Voilà pour les femmes, vous avez les pourcentages. Pour les minorités visibles, bon, la situation, voilà, elle est toujours problématique. Minorités ethniques, même conclusion. Personnes autochtones, même conclusion. Déficit de représentation de ces groupes visés. Alors, les questions de discrimination systémique se posent et je pense qu'il faut avoir le courage de poser la question de la discrimination dans différents domaines d'emploi dans les institutions. Pour les personnes handicapées, la situation est aussi préoccupante. Et je rappellerai également, lorsqu'on parle de représentation de ces groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi, on ne fait pas appel uniquement à la représentation, c'est-à-dire à l'embauche ou en termes de représentativité, mais aussi en termes de possibilités de mobilité ascendante dans les organisations. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde encore, on fait une analyse plus fine de la présence de ces groupes visés dans nos institutions, dans les corps décisionnels, la situation est encore plus problématique. Plus nous montons dans la hiérarchie des organisations, plus la représentation est homogène. Alors voilà, donc je crois que c'est un enjeu qui doit être mis au cœur de ce débat qui nous préoccupe aujourd'hui. Et je dirais aussi, on peut passer à la prochaine diapo. Alors, le croisement des frontières de la liberté académique et des frontières des institutions d'enseignement. Alors, le cadre des droits et libertés protège la liberté académique des personnes qui en bénéficient sans perdre de vue les groupes qui n'ont pas un accès égal aux emplois, mais également aux opportunités. Il ne peut y avoir d'accès à l'égalité, il ne peut y avoir d'accès égal à la liberté académique sans un accès égal aux postes d'enseignement et de recherche, et je rajouterais aux postes décisionnels, puisque ces postes décisionnels sont les lieux où l'on décide des orientations, où l'on décide des politiques à mettre en place. Alors, ces lieux doivent être aussi représentatifs de la démographie actuelle du Québec. Alors, en conclusion, je vous dirais que le débat
actuelle qui se déroule sur fond de liberté académique et fond d'enseignement postsecondaire concerne plus largement la question de la dignité de la personne et donc le droit à la sauvegarde de cette dignité. Alors, selon les tenants de l'un ou l'autre de ces fondements, se crée, on ne peut non plus l'occulter, un certain malaise social. Il faut reconnaître ce malaise et malgré cela, ouvrir le dialogue pour sortir de la dichotomie. Je dirais également, en tant qu'institution ayant pour mandat d'assurer la promotion de l'égalité, la lutte contre la discrimination et de garantir le droit à la dignité et à l'intégrité, nous ne pouvons non plus passer sous silence que certains mots qui peuvent être perçus ou vécus comme étant offensants, qui créent un profond malaise pour certaines populations vulnérables, prenons les personnes d'ascendance africaine, parce que, bon, on sait que tout ce débat-là part d'une situation donnée. Le terme, par exemple, le mot en haine, il faut se le rappeler, appartient à un registre, n'appartient pas à un registre banal de la conversation ordinaire. C'est un mot qui porte en lui l'odieux du système esclavagiste, de la colonisation et du racisme. Et je crois qu'on ne peut occulter cet élément-là non plus. Bien entendu, ouvrir un dialogue pour justement sortir de la dichotomie, mais il faut prendre en considération que pour certaines populations plus vulnérables ou qui ont vécu et qui vivent encore des discriminations et qui vivent encore des situations, des manifestations du racisme dans différents domaines de la société civile et au sein des institutions, on ne peut occulter ces éléments dans le débat pour pouvoir pour trouver des solutions qui conviennent à tous. Alors voilà, oui, pour le dialogue, bien entendu, pour sortir de la dichotomie, mais il faut aussi prendre en compte que certains mots, lorsqu'ils sont évoqués, bien, sont porteurs de sens et peuvent aussi amener une charge symbolique ou une violence symbolique pour certaines populations. Alors voilà, je crois avoir fait le tour. Merci, Habib.